Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée ce midi. Elle est écrivaine, journaliste et militante écologiste. Mais c'est pour sa plume qu'on la reçoit ce midi. Et elle est prolixe. À son compteur, une centaine de livres, dont une majorité destinée à la jeunesse. Et comme elle a, je cite, marqué durablement la littérature jeunesse, notre invitée a reçu en 2020 la grande ours du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, dont la 39e édition s'ouvre ce mercredi. À cette occasion, elle vient nous présenter son dernier livre, un album jeunesse intitulé Pauline Voyage. Bonjour Marie Desplechin. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Marie Desplechin, un album jeunesse. Alors c'est pas vraiment votre habitude, les albums. Vous écrivez plutôt seul normalement. Et quand on dit album, évidemment, on pense à un illustrateur. Il s'appelle François Roca. Ça veut dire que Pauline Voyage, c'est d'abord l'histoire d'une collaboration, d'une rencontre avec François Roca ? Oui, je connaissais François avant par son travail et puis après des liens amicaux, mais j'avais jamais pensé à travailler avec lui parce que il faisait des albums pour les adolescents plutôt. Beaucoup avec Fred Bernard au texte, qui était voilà. Donc j'admirais ce qu'il faisait, je trouvais ça formidable. Il a travaillé aussi avec Charlotte Moonlick pour réadapter des contes, mais je sais pas, j'avais jamais pensé qu'on pourrait travailler ensemble. Et c'est notre éditrice, mon éditrice à l'école des loisirs, Véronique Girard, qui a organisé le mariage. Et donc, quand elle a proposé, j'ai dit, ouais, génial, formidable, François et tout. Et là-dessus, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter pour François? Parce que j'avais l'impression qu'on avait des imaginaires très lointains. Et j'ai fini par trouver. Vous avez trouvé Pauline, donc on va y revenir, mais ça pose des questions, un mariage, avant de dire oui. C'est sûr. Un vrai consentement des deux côtés. C'est ça, mais c'est surtout, du coup, il a fallu aussi réadapter peut-être aussi l'âge auquel était destiné ce livre. Est-ce qu'il faut écrire pour plus jeunes, pour plus âgés, l'adolescence, l'enfance? Est-ce que ça pose aussi beaucoup de questions sur l'histoire? Oui, bien sûr. Normalement, je suis un petit peu plus âgée. Et d'ailleurs, l'album, il va très bien à des gens qui ont 10-11 ans. Ça, j'ai remarqué, qui en ont lu. Ils sont pas du tout gênés par le côté enfantin de l'album. Et ils aiment beaucoup l'histoire, même si c'est une histoire qui est pas très longue. Mais grâce à Véronique, avec qui je travaille, elle m'a amené à en rabaisser un petit peu. Et d'une manière, je sais pas si c'est technique, je pense que c'est sentimental et affectif. On est assez coincé à un certain âge. Et moi, je suis vraiment coincée à 11-12 ans, quoi. J'ai un mal dingue à faire 7 ans. C'est super dur. Et puis surtout, ça se joue à quoi? Parce que quelle différence quand on écrit 10, 11, 7, 8, 5, 6. Moi, j'ai testé hier sur ma fille de 5 ans. Ça marche pas, l'histoire, hein. Elle est pas Si. Ah bon? Si. Parce qu'il y a les images. Ou alors, elle est très maligne. Non, oui, bien sûr, évidemment, elle est exceptionnelle. Je crois que c'est ça. Elle est précoce. Non, mais l'histoire tient, le personnage de Pauline, il y a différents niveaux de lecture. Après, cette histoire d'âge, c'est compliqué parce qu'on a tous lu des livres qui n'étaient pas du tout faits pour nous, à des âges aberrants. Enfin, si on se souvient dans notre histoire de lectrices et lecteurs, c'est une convention. Mais, donc, tant mieux qu'on découvre et qu'on mette des images en fait sur ce qui nous est proposé et du sens. Après, il y a quand même une espèce de convention qui font qu'un certain nombre de textes s'adressent à tel et tel âge. Alors, quelle convention, par exemple? Alors moi, je crois que c'est beaucoup une question d'âge affectif. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes émotions, les mêmes terreurs, les mêmes désirs quand vous avez 5 ans, quand vous avez 7 ans, quand vous avez 10 ans. Et votre rapport au monde, il change. Et quand on écrit un texte, il faut penser à ça. Alors moi, il y a un truc dont je suis certaine, c'est 4-5 ans, je n'y arriverai jamais. Et il y a des gens qui y arrivent génialement, mais ils ne se posent pas la question. C'est pas, je pense à Ponty, par exemple. Et moi, je ne pourrais jamais. Lui, il l'a. C'est absolument vivant en lui. Et moi, curieusement, j'ai 11 ans. Mais ça m'intéresse, sur le côté des terreurs ou l'âge affectif. C'est-à-dire qu'à 10-11 ans, en fait, on pense à quoi? Et à 7-8 ans, enfin, c'est quoi pour vous, votre typologie par âge des terreurs ou des affections? Je vais plutôt prendre avant et après. Oui. Je pense que, par exemple, en dessous de 7 ans ou vers 4-5 ans, il y a toutes les terreurs du cauchemar, les terreurs de l'engloutissement, des terreurs. Je pense que c'est des âges extrêmement violents. Et quand vous regardez d'ailleurs les bons albums pour enfants, c'est les émotions qu'ils mettent en jeu, elles sont très violentes.
C'est beaucoup, c'est perdre ses parents, c'est être dévoré par un monstre, c'est être très, très, très en colère, débordé par les pulsions. Après, quand vous arrivez à 10, 11, à ce moment-là, vous allez faire la bascule, vous sentez que ça arrive, cette bascule. Vous êtes encore attaché à l'enfance, donc vous vous intéressez, vous avez des premières émotions, pas amoureuses, parce qu'on en a toute la vie, mais enfin qui commencent à se socialiser, à se retrouver. Vous avez cette nostalgie déjà très prégnante de ce que vous sentez, ce que vous allez abandonner. En même temps, vous avez peur de ce qui arrive, vous en avez extrêmement envie. Donc, j'aime bien ce truc de la bascule, quoi. Pauline voyage, c'est à partir de 6-7 ans, du coup. Ou 5 ans. Ou 5 ans, si c'est la fille de Géraldine. L'histoire, la voici, c'est une jeune fille, donc Pauline, qui part faire une croisière. On est dans les années 30. Elle avait demandé à son papa, à son père, de faire un voyage avec lui. Lui n'est pas venu. Et elle se retrouve donc sur ce bateau avec une certaine Nathalie, une amie de son père, et il va lui arriver certaines choses. Je crains de lui parler la nuit. C'est l'air que chante la cantatrice Nathalie, ce fameux personnage qui part donc en croisière avec Pauline. Lorsqu'elle se retrouve, Nathalie, face à un ours lors d'une sortie à terre. Et c'est là que Pauline va la sauver de cette confrontation avec l'animal sauvage. Ça fait partie de ces aventures qui rythment le voyage de Pauline. Toutes ne sont pas aussi impressionnantes, évidemment. C'est la plus impressionnante. Marie Desplechin, Vous l'aviez spoilé. Oui, je l'ai spoilé, mais parce qu'il y a une dimension aventureuse dans cet album jeunesse que vous vouliez. Il fallait que ce soit, comment dire, nous emmener ailleurs dans une nature incroyable avec aussi des animaux mais ça, c'est Roca. Parce que les albums précédents de François Roca, pour moi, l'image, c'est il adore les grands espaces. Il peint, ce sont des peintures qui sont reproduites. Et il y a beaucoup de ciel, beaucoup de choses qui se passent en Amérique du Nord, des histoires avec des Amérindiens. Donc au début, on se rencontre et moi, je lui dis, les Amérindiens, ça va pas le faire. Pour moi, c'est un génocide, j'y arriverai pas, laisse tomber. Donc on était dans cette espèce d'entre-deux, mais je réfléchissais à ça, grands espaces. Et je me suis souvenu d'un voyage que j'avais donc fait au Spitzberg en bateau. Et je me suis dit, ciel, glace, espace désert, c'est bon pour François. Donc on est parti. Et comme c'est un voyage, il amène l'aventure. Ou alors sinon, c'est un autre type de roman qui ne s'adresse pas aux enfants de cet âge-là. De 600 ans. Idée de voyage, c'est aussi de raconter, de tenir un journal de bord, et c'est donc ce que demande le papa de Pauline. Elle le fait puisqu'elle lui écrit une première lettre pour donner des nouvelles. C'est lui qui lui a fait cette commande. Le bateau aussi, c'est le lieu clos. C'est une aventure à lui tout seul, ce bateau, que va découvrir d'ailleurs Pauline. Mais c'est ce qu'elle dit. À un moment, c'est une cabane qui flotte, ce qui est vrai, c'est pas très original. Non, c'était très bien cette histoire de bateau. Je ne peux vous approuver. Qu'est-ce qui fait dans cette histoire-là, vous dites c'est un souvenir d'un voyage que j'ai moi-même fait, parce que sinon c'est pas possible pour vous d'inventer une histoire? Ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas voir ce que je raconte. Et en fait, si je décris ce voyage, il faut que ça évoque des images extrêmement précises. Et ce bateau, pour moi, sont des images extrêmement précises. Et le type qui a le nom de sa fille tatoué dans le cou, c'est encore une image. Il faut que les prénoms ressemblent. Par exemple, je connais un Ragnar qui a rien à voir avec ce bateau, Ragnar Hovland, qui est un écrivain Ragnar, c'est le capitaine. Et donc, oui, ça pouvait faire je pouvais le raconter. Si je ne vois pas, je ne peux pas. Alors le personnage de Pauline, qui est l'héroïne, et qui donc au début s'ennuie, faut bien le dire. Qu'est-ce que peut faire une petite fille dans un bateau où il y a que des adultes? Elle s'ennuie. En plus, elle est malade, c'est terrible pour elle. Elle n'arrête pas de vomir, mais elle raconte tout cela à son papa, et elle va rencontrer effectivement tous les adultes parce qu'elle n'a peur de personne, Pauline. C'est une bonne héroïne. Hein. Elle aurait peur. Je sais pas ce que j'en ferais, franchement. Mais vous pourriez imaginer une héroïne qui a peur? Non. Enfin, si, la peur, elle existe pour être surmontée, mais je ne sais pas si c'est à cause de l'enfance. C'est comme l'échec existe pour être aussi surmonté, les terreurs existent pour qu'on les dépasse, le deuil arrive pour qu'on le résolve. Oui. Voilà.
Mais bon, là, cette petite fille, elle est quand même étonnante parce qu'elle se retrouve sur ce bateau, elle s'ennuie et elle écrit à son père et elle est très violente avec son père. Elle lui dit des choses, elle lui dit que... elle le dit pas aussi clairement que ça d'ailleurs, mais enfin, Voilà. elle lui reproche de ne pas être avec elle. C'est vrai qu'on se demande quand on lit cet album, mais il est où ce père en fait? Comment ça se fait qu'il laisse sa petite fille sur un immense bateau avec une reine, avec Nathalie, une cantatrice? Bah, il la confie à d'autres adultes, hein. Donc elle n'est pas complètement abandonnée. Et c'est une petite fille dont on comprend qu'elle vient d'un milieu extrêmement riche. Mm. Et d'ailleurs, le capitaine lui dit à un moment, horrible fillette, oui, et, euh, et donc, non, elle n'est pas matériellement abandonnée, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants. Mais elle est affectivement abandonnée. Et beaucoup d'enfants qui ne sont pas effectivement abandonnés peuvent se sentir abandonnés. Je pense que c'est un sentiment qui nous est commun, même si on est très aimé, il y a forcément des moments où, là aussi, on fait l'apprentissage de la solitude, de l'incompréhension, de ce sentiment d'abandon. Aucun d'entre nous n'y échappe. C'est très marquant d'ailleurs de voir cette petite fille et de sentir cette solitude dans ses lettres qu'elle écrit, dans ses textes qu'elle écrit dans son journal de bord. Quand elle dit « J'aurais bien aimé que nous fassions quelque chose ensemble pour une fois », elle parle directement à son père. Tu es le seul, vous êtes le seul, parce qu'elle le vous voit, à s'occuper de moi depuis que maman est partie. Donc on comprend effectivement que il y a un manque terrible pour cette petite fille. Mais ça arrive à beaucoup d'enfants, non? Hmm. Et encore une fois, même ceux qui sont entourés sont légitimement en situation à certains moments de se sentir abandonnés, parce que la vie, c'est une expérience de la solitude. Et donc, si cet album, ça avait été juste les aventures contre l'ours, c'était pas très intéressant. Ça aurait été un catalogue d'aventures. Oui. Mais à partir du moment où on fait exister un personnage, ce qui est joli dans ce personnage, c'est qu'il devienne une vraie personne, une petite personne agie, émue par des sentiments profonds qu'on peut partager. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que, en fait, à la fois, on est très triste pour Pauline et en même temps, on se dit qu'elle vit une expérience nécessaire. Ah oui, ne soyez pas triste pour Pauline, elle vous mangera la soupe sur la tête un jour. Mais ça, je m'en doute bien, mais je me laisserai pas guider par cette petite terreur de Pauline. Mais il y a ces deux choses-là, en fait, dans cet album, Marie Desplechin. C'est que d'un côté, on est mal pour elle et en même temps, on se dit, bah oui, mais c'est ça, en fait. Bah voilà, tu le vis et on n'arrive pas à être dans le pathos complètement. C'est-à-dire vraiment, on se retient aussi de trop la plaindre, justement. Je n'y arriverai pas, en fait. À la plaindre? Non, au pathos. Non, je la plains pas. Enfin, ce qui est joli, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand les gens dépassent. Donc, Pauline, c'est sûr, elle n'a pas la vie facile, mais en même temps, elle vient d'une famille pétée de thunes. Ça va, elle est sur un bateau avec la reine Astrid, tout va bien. Et à côté de ça, c'est une petite fille toute seule qui vomit et qui n'arrive même pas à aimer Nathalie au départ. Et après, moi, ce que je trouve joli dans l'album, c'est le moment où elle aime Nathalie et elle dit « Je voudrais un jour avoir son parfum. Comme ça, je me souviendrai en fait du moment où elle me dit bonsoir. » Donc, et ça, c'est des choses qu'on peut partager avec elle. Après, ce personnage qui a l'air insupportable, enfin qui est créé, c'est une convention aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un album qui est du génie qui s'appelle Héloïse de Kate Thompson. Alors, lisez ça avec votre fille. C'est la base. Et après, vous vous direz, ah oui, bien sûr, c'est Héloïse. Héloïse, c'est une petite fille qui n'est pas, enfin, on n'entend pas du tout parler des parents qui sont loin et qui est élevée par sa nurse et elle vit au Plaza. Et donc, elle est avec sa nurse au Plaza et qu'elle visite. C'est un livre qui a été réédité un grand nombre de fois et je pense par l'École des loisirs. Maintenant, moi, j'en suis pas sûre. Et moi, je l'avais acheté quand j'étais gamine. C'est un de mes premiers argents de poche de ma vie. Me servent à acheter dans un bac, dans le premier Auchan de France, un album déjà un peu corné d'Héloïse. Donc, c'est vraiment un souvenir. Et le dessin est magnifique. Et c'est une petite fille insupportable et extrêmement attachante. Et c'est une véritable petite fille. Mais c'est aussi un peu les malheurs de Sophie. C'est-à-dire que c'est une petite Exactement. fille riche, insupportable, qui se sent Exactement. quand même abandonnée par sa mère, qui vit des moments de solitude, qui aimerait en fait que sa mère soit beaucoup plus... Et encore, sa mère est sympa. Mais, oui, à côté de Madame Fichini qui va voilà. arriver, c'est le paradis. Oui. Oui, mais pourtant, on sent aussi une forme d'abandon des enfants. Oui, bien sûr. Alors, je vais me répéter. Hein. Il y a les deux choses. Il y a l'enfant véritablement abandonné, mais qu'on a dans toute la littérature jeunesse. Et après, il y a ce sentiment qu'on a tous de devoir faire notre chemin, qui est un bon motif de récit. La Nathalie, elle cristallise aussi des relations avec le père de Pauline, puisque au début, on l'a dit, elle écrit à son père, je suis en plus obligée de partager cette cabine avec Nathalie, elle ronfle, elle ne l'aime pas du tout, elle lui écrit en plus, elle cafte en quelque sorte, puisqu'elle raconte que Nathalie parle de son père comme si elle le connaissait à n'importe qui. Et c'est vrai que ce moment de bascule
apporte une forme de tendresse à laquelle peut-être on s'attend pas avec ce personnage qu'on aime bien détester en quelque sorte. Le personnage de Nathalie ? Oui. Oui, bien sûr, mais bon, c'est plus marrant comme ça, non, vous trouvez pas ? Qu'à un moment, mais c'est ce qui se passe dans n'importe quelle fiction, c'est qu'à un moment vous n'aimez pas, à un moment vous aimez, à un dans moment la vous vie, ne comprenez pas. d'ailleurs. Et dans la vie, vous avez Surtout avec raison. les belles-mères. Hein. C'est vrai, Bah oui, c'est vrai. un personnage important quand même dans la construction Ouais, quand on a ouais, des parents ouais, séparés. Oui, oui. Mais Oui, justement, oui. sur la construction des personnages, vous dites qu'il y a des conventions. Il y a la convention, la figure type de la petite fille insupportable ou alors de l'enfant abandonné, enfin qui a le sentiment de l'abandon. Il y a aussi la personne qu'on déteste. Il y a le capitaine qui est un peu dur et puis en même temps qui quand même fait attention. Substitut du père. Voilà, vous fonctionnez aussi par convention, mais comment vous vous dites, bon, là, en fait, je suis pas non plus que dans la pure convention, j'ai quelque chose en plus à dire sur ce personnage. C'est pas juste une recette que vous appliquez quand vous créez un personnage. Moi, je me dis rien. Hein. Moi, Oh. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Je réfléchissais à ça. Il y a un tas de gens qui savent, en fait, mais quand vous écrivez l'histoire, vous n'êtes pas dans une position de sachant. Alors moi, je trouve Pauline... Je me dis, elle part au Spitzberg sur ce bateau, et après, les gens se mettent à arriver. C'est absurde, tout le monde dit la même chose. Je suis désolée. Mais non. Moi. Et ils existent les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un espèce de petit cirque qui se met en place. Et vous voyez, en fait, après coup, sur le plaisir, sur le moment, vous avez juste le plaisir à les imaginer et à voir le machin se mettre en place parce que c'est agréable. Et après, vous savez d'où ils viennent. Hein. Parce que vous avez un peu d'expérience, vous êtes vieux, c'est pas la première fois qu'on vous pose la question, et vous vous dites, ah bien ça vient de telle époque de ma vie, ça vient de ces choses-là que j'ai lues, ça vient de telle convention, ça vient d'un film, et donc c'est un espèce d'agglomérat moins de pensée que d'émotions qui se trouvent agies parce que vous en faites une histoire. Et les personnages se mettent à exister comme ça, et vous avez une forme d'attachement pour eux. Et effectivement, Nathalie, qui est dont on se dit qu'elle va être insupportable au début, vous êtes content en fait quand vous vous rendez compte qu'elle s'attache à la petite, enfin surtout que la petite fille s'attache à elle et que le regard change. Et voilà. Pour les personnages, la construction, vous dites, je ne réfléchis pas. Il y a quand même, et on le voit dans ce que vous venez de nous dire. Pourquoi la reine Astrid ? Pourquoi la reine des Belges et son petit Baudouin ? Comment ça vient dans votre esprit ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous parlait depuis longtemps. Alors, il y a deux choses. Alors, donc, je pense toujours à François, parce que j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien que... François Roca, l'illustrateur. François Roca, pardon. Et donc, j'ai grands espaces. Et après, François s'est toujours déplacé dans le temps. C'est 19e. Et moi, 19e, bon, voilà, 19e. Et à ce moment-là, je me dis, voyage au Spitzberg, le bateau. Et je me dis, ah ben non, plutôt début du 20e, parce qu'il y a les costumes, en fait, il y a cette joie. C'est pas que ce soit passéiste, c'est peut-être une idée de refuge aussi, le refuge du passé. Et donc, je me dis début 20e, et là, boum, je me souviens, moi, ma mère est née en 1931, et on est une famille donc du Nord, près de la Belgique, avec une partie qui vient de la Belgique. Et quand j'étais petite, j'avais entendu parler de la reine Astrid, qui est une sorte de Lady Di, en fait, qui est morte tragiquement, peu après ce voyage au Spitzberg, qu'elle n'a jamais fait. Elle est morte comment ? Un accident de voiture, dans une voiture conduite par son mari. Et ça a été un deuil terrible parce que c'était un couple, ils étaient très beaux, ils étaient très jeunes, ils s'aimaient énormément et les gens l'adoraient. Alors après, c'est quand même des colonialistes épouvantables, et voilà, tout ce qu'on veut. Et puis le petit Baudouin va devenir un roi épouvantablement réactionnaire. Il va abdiquer pendant 2 jours pour ne pas avoir à voter la législation sur l'avortement. Enfin, c'est pas voilà. Mais peu importe, c'était l'image d'Astrid qui était tellement belle, qui était tellement aimée, ses petits-enfants. Et Baudouin, c'est un nom tellement marrant. Et donc, je me dis, ah ben voilà, un bateau et la reine Astrid, et on va partir de Belgique. Et j'ai un lien avec la Belgique donc depuis l'enfance, puisque nous, on n'allait pas à Paris, on allait souvent à Bruxelles ou en Belgique. Et donc, le fait qu'on puisse partir de l'avenue Louise, par exemple, était un immense plaisir. Donc, ça a ajouté à l'agrément de l'histoire. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Je vole! Qu'est-ce que c'est excitant! Oh, C'est merveilleux! Regarde-moi! Ah, j'aime ça! Monsieur Barry. Madame Snow. Merci. C'est vraiment la meilleure soirée que j'ai jamais passée au théâtre. Merci, c'est très gentil de me dire ça. Merci. Où est Monsieur Snow ce soir? Monsieur Snow nous a quittés.
Mais je suis sûre qu'il aurait adoré ce spectacle. Les pirates et les Indiens. Il était resté un véritable enfant, vous savez. Je suppose qu'il faut voir là l'œuvre du crocodile Tic-Tac, n'est-ce pas? Toutes mes condoléances encore. C'était Monsieur Barry? C'était Monsieur Barry. Psst. Qu'est-ce que tu en penses? Ça parle de notre été ensemble, c'est ça? Oui, Ça parle de nous tous. c'est vrai. Tu as aimé? C'est magique. Merci. Merci à toi. Merci, Peter. Mais c'est Peter Pan. C'est merveilleux. Tu es Peter Pan. Mais je suis pas Peter Pan. C'est lui. Mes compliments, Monsieur Barry. Bravo. Peter Pan, c'est lui, le dramaturge James Matthew Barry, incarné dans ce film Neverland de Mark Foster en 2005, dont on vient d'entendre un extrait, incarné par Johnny Depp. L'œuvre de Barry, la plus populaire, c'est sans doute Peter Pan, justement, Marie Desplechin. Peter Pan ou le petit garçon qui ne voulait pas grandir. Alors, est-ce que quand on est auteur ou autrice jeunesse, on est une autrice, un écrivain qui ne veut pas grandir aussi ? Ah, ce serait affreux d'être comme Barry, là, franchement, ce serait même un cauchemar. L'histoire est vraiment spectaculaire. Est-ce qu'on ne veut pas grandir? J'en sais rien, parce que moi, je suis une très grande personne à côté de ça. C'est extrêmement responsable. Mais il y a une partie de nous qui n'a pas grandi, c'est sûr. Il y a une partie de nous qui est restée là, et c'est cette partie-là, elle est active. Ça veut dire que le lien avec l'enfance, vous l'avez jamais rompu? Je ne sais pas si je me vante ou si je me déconsidère en vous répondant oui. Pourquoi? C'est pas parce que pour un tas de gens, garder une partie d'enfance et revenir en état de crétinerie. Et non, moi, je sais pas quoi vous dire. Non, moi, j'ai la sensation que cette partie-là est très vivante. Voilà, que j'ai une empathie très facile, que je peux comprendre très bien, puis que ça me plaît, que ça m'amuse, que j'aime la compagnie des enfants, et pas pour être moi-même enfant, hein, mais même pour faire l'adulte par rapport à l'enfant. Et voilà. Et on parlait tout à l'heure de Ponty. Moi, je pense que Ponty s'est arrêté en partie à 4-5 ans. Et vous parliez de Barry. Et Barry, exactement la même chose. Quoi qu'on pense de Barry, c'est sûr que tout est dans l'enfance. Enfin, tout. Pas tout, mais la part créative. C'est quand je dis tout, ça entraîne une forme de confusion et on va tomber dans l'idée d'un infantilisme qui effectivement n'est pas là. Mais la part créative de ce moment-là est restée extrêmement vivante, oui. Certains adultes donc ont coupé ce lien avec l'enfance. On peut très bien le dire, mais ça veut dire que aussi. Ou alors ils savent pas qu'ils l'ont gardé. Voilà, c'est ça. C'est ça la différence, parce que j'ai l'impression, souvent en regardant les gens qui sont adultes autour de moi, de les voir enfants et de voir l'âge qu'ils ont. C'est vrai, vous nous voyez comment alors? Ah, vous êtes trop 8 ans, quoi. Ah oui, j'ai 8 ans. Et moi, j'ai combien Oui. alors? Oh, vous êtes un petit peu pareil. Hein. À 8 ans. Ça dépend. Enfin, quand je dis ça, c'est une blague parce que je peux pas vous juger comme ça. Mais vous voyez bien, par exemple, dans le rapport que les gens ont avec leur ego, par exemple, il y a des gens qui sont très 4 ans. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls au monde. Par exemple. Donc 8 ans, ils ont une déjà, certaine on a capacité. un tout petit peu déplacé vous ça. Vous voyez Agop Tiffy, elle fait des spectacles tout le temps, par exemple. Oui. Eh bien, il y a des gens dans la vie, une bonne part de leur activité consiste d'une manière ou d'une autre à faire un pestacle. Bon, ben voilà, donc ce sont des gens qui jamais ne reconnaîtront, ne l'admettront, ou ce ne sera pas reconnu. Mais vous pouvez le voir, en fait, si vous aiguisez cette manière de voir, vous allez voir les âges les plus vivants dans les adultes que vous rencontrez. Mais c'est aussi une sorte de rêve de vouloir renouer avec la part d'enfance qui est en nous, en tout cas de la redécouvrir. Et souvent, en fait, c'est une construction qu'on fait après. On se dit, j'étais comme ça, je vais retrouver ça. Vous voyez, il y a une part de fantasme. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Non, bien sûr, la reconstruction, c'est celle qui est de l'ordre de la mémoire. Parce que votre mémoire ne cesse de reconstruire ce que vous avez vécu, tout à fait d'accord. Mais la part de l'énergie créative, c'est l'enfance. Elle vous vient de l'enfance. Vous prenez les enfants, avant 10 ans, je dis, non, même 10 ans, c'est assez vieux, mais avant 8 ans, ils sont pour la plupart géniaux. Faites un atelier de poésie avec des 6 ans, vous allez avoir des choses extraordinaires. Faites-le avec des 10 ans, c'est mort. Donc, vous êtes dur avec les petites 10 ans. C'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas cette inhibition, ce désir de correspondre, de répondre à la censure. Il y a le surmoi et le regard des autres qui a pris le dessus, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez une espèce de capacité à être ému, de désir réalisateur. Un enfant n'est jamais dans le « c'est pas possible, ça va être compliqué, je vais pas y arriver ». Non, à moins d'avoir été inhibé très tôt, mais sinon il y va, il le fait. Et une liberté sur les formes aussi. Il dira pas « ah là là, c'est pas le dessin que je dois faire ». Il va pas faire des mangas. Il va faire des espèces de formes. Enfin, quand on regarde les dessins, voilà, c'est très bien aussi. Et en fait, à l'âge adulte,
ce qui est important, ce qui peut être utile, enfin ce que je souhaite à tout le monde, c'est garder cette capacité-là. Et donc, ce serait plutôt ce genre d'énergie. C'est pas notre propre histoire qui nous occupe. La différence, c'est que quand on est adulte, c'est qu'on ne sait pas où la mettre, cette énergie-là. C'est-à-dire que... C'est-à-dire souvent, on l'investit dans des mauvais endroits. On investit l'énergie dans le travail, dans s'occuper d'autres que soi, dans faire à manger, les courses, etc. Mais tout ça est compatible. Regardez, j'ai l'impression que vous racontez ma vie. Oui, allez-y. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire gagner des sous, s'occuper d'autres que soi, faire à manger, les courses, avoir 40 cases dans la tête. Mais tout le monde ne peut pas devenir auteur ou autrice. Il y a mille façons. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'écrire des textes, mais après vous pouvez vous pouvez réaliser. Et même dans ce qu'on appelle l'artisanat, qui est une forme d'art, puisque ça c'est que des distinctions, tout ce que vous pouvez créer, fabriquer à partir de. Mais tout ça est le même élan. Et si ça ne devient pas un métier, c'est une chose que vous allez pouvoir partager et qui va vous rendre heureux. Surtout, ça va vous permettre de vivre. Souvent, je me demande comment font les gens pour vivre. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. La vie, c'est quand même super dur. C'est super triste. Et quel est le moyen pour vivre avec ça? Alors, vous pouvez choisir de vous étourdir, mais ça dure un moment. Et puis après, vous trouvez des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais le fait de créer ou de chanter ou de peindre ou de construire une maison ou de, je sais pas, même vous planter une forêt, vous faites quelque chose, vous faites une chose qui est bonne et vous faites une chose qui est bonne pour vous. Et pour moi, l'écriture, c'est cette partie-là, c'est la partie de moi qui permet à tout le reste de moi de vivre. Puisqu'on parle de la littérature jeunesse, Marie Desplechin, comment est-ce qu'on décrit un bon livre jeunesse? Est-ce qu'il y a pour vous des critères qui sont pas obligatoires, mais en tout cas ceux qui vous meuvent quand vous écrivez un livre? Surtout quand je lis un livre. Ou quand vous le lisez. Ouais. Je sais pas, c'est comme un adulte. À un moment, vous vous trompez pas beaucoup. Quand vous avez une culture qui est relativement établie, vous savez s'il est bon ou pas. Je sais pas, c'est comment c'est écrit. Vous ne pouvez pas l'écrire n'importe comment. Ça peut pas être moche ou pas du tout mélodieux ou voilà. Après, il faut que ce soit un minimum construit. Mais c'est pareil, les critères sont les mêmes. Et après, je pense qu'il doit être investi par cette énergie qui dépasse celui qui l'écrit. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des choses très profondes qui soient mises en jeu. Vous parliez de Peter Pan. Où vous parliez de la comtesse de Ségur, ce qui est mis en jeu dans ces livres est une chose qui dépasse évidemment la volonté de leur auteur. Et donc il faut que le lecteur, et quel que soit l'âge du lecteur, soit touché exactement là où le livre se joue. C'est-à-dire dans la douleur des petits personnages de Sophie, par exemple, ou dans la fascination morbide et irréductible qui règne sur Peter Pan, et en même temps assez fantaisiste. Et ça, c'est des choses évidemment très pensées adultes mais c'est ça qui se joue chez l'enfant petit comme chez. Regardez votre petite fille qui voit tout de suite de quoi il retourne avec le père. Qui laisse son absence sur le bateau. Elle s'est pas trompée. Mais du coup, c'est une mission de la littérature pour vous aussi d'aborder des thèmes qui sont parfois difficiles. Vous parliez de souffrance il y a un instant, de douleur. Vous ne vous empêchez pas de parler de deuil, d'absence. On a parlé de l'absence du père, mais aussi de violence parfois, de raconter des histoires de méchants aussi. Tout ça, ça peut très facilement être raconté, expliqué à un public jeune. Les enfants, ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Hein. Donc, mais est-ce qu'ils peuvent tout entendre? Il y en a qui entendent tout bien malgré eux. Après, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tout assimiler ou tout métaboliser parce qu'ils n'ont pas forcément tous les éléments pour ça. Pour Pauline, à la fin, je pensais qu'elle ne retrouvait pas son père. C'était Jeff, le chauffeur flamand, qui venait la chercher, comme il l'avait conduit au bateau. Et en discutant avec Véronique, mon éditrice, elle me dit non, c'est pas possible. C'est trop cruel? En fait, vous ne seriez pas content en terminant le livre. Il ne faut pas désespérer Billancourt. Et quand vous écrivez un livre pour enfants, vous êtes un adulte qui s'adresse à un enfant. Est-ce que vous avez envie de casser l'enfant? Non, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de lui taper dans le dos et de lui dire « Allez, tu vas voir, mon vieux, ma vieille, ça va aller. On va y arriver, ça va être chouette, on va le faire ensemble. » Et c'est ce sentiment-là, il est au fond. Donc en fait, on ne raconte pas des choses... Moi, j'aurais horreur de raconter des choses inutilement cruelles ou dures. Et d'ailleurs aux adultes aussi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, et pour les enfants, c'est facile parce que le pacte, il est agréable à passer dans ce sens-là. Et j'irai pas chercher volontairement les choses difficiles. Hein, c'est pas mon, ça m'intéresse pas. D'autres gens le feront très bien, disons. Mais si des choses dures arrivent, je ne vais pas les éluder. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Enfin, je crois que j'ai compris votre réponse. C'est formidable.
Vous écrivez depuis le début des années 90, votre premier ouvrage, ça s'appelle Le sac à dos d'Alphonse en 1993. Ça a été un énorme succès, tous vos livres. Si j'ai bien lu le chiffre de l'École des loisirs, qui est votre maison d'édition, ils ont vendu plus de 2,3 millions de livres que vous avez signés, Marie Desplechin. C'est vertigineux. J'ai pas le compte entier. Je Voilà. sais qu'il y en a un ou deux qui sont très bien vendus, mais j'ai jamais. Verte, notamment, paru en 96, traduit en 12 langues, ou encore le Journal d'Aurore. Comment on fait pour continuer à écrire et à parler aux jeunes qui changent, qui évoluent, qui vivent pas dans le même monde? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Est-ce que vous vous dites, voilà, est-ce que je dois mettre à jour mon vocabulaire? Est-ce que je dois changer certains mots, certaines façons de raconter des choses? Ou est-ce que vous continuez à faire ce que vous savez faire? Alors, je continue à faire ce que je sais faire. De toute façon, si vous efforcez d'adopter le vocabulaire qui est en cours actuellement, moi, mes gosses, chaque fois que j'utilisais un mot que je voyais arriver dans le vocabulaire, je savais que ce mot était mort. Parce qu'ils le voyaient arriver dans ma manière de parler et ils ne pouvaient plus l'utiliser, évidemment, puisque ce sont des mots qui fonctionnent comme un langage de communauté. Donc, si vous avez un daron ou une daronne qui commence à faire le malin, déjà, il se couvre de ridicule. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut que vous changiez de lexique. Et ouais, j'adore ce lexique, ça m'amuse énormément. On va arriver les mots ou les trucs de syntaxe, ça m'enchante. Ouais, mais je ne pouvez peux pas rien en les faire. utiliser. Ouais, c'est ça. Non, parce que ça va se démoder. Vous le mettez dans un livre. Verte, c'est un livre qui a, mon Dieu, il a plus de 20 ans. Ouais, il a largement plus de 20 ans. Mais si j'avais mis des mots qui étaient à la mode à ce moment-là, il serait perdu. Il faudrait le réactualiser. Ça n'aurait pas de sens. Donc, si j'utilise un vocabulaire commun, voilà, bon, je sais qu'il va durer. Et en plus, je n'ai pas le souhait de coller. Je pense que ce qui nous agit toujours, je verrai bien ce que donneront les changements anthropomorphiques auxquels on se prépare, mais c'est toujours les mêmes. On a peur des mêmes choses, on aime les mêmes choses, on désire les mêmes choses. Et c'est de ça que parle la littérature en général et particulièrement pour les enfants. Donc le langage, se doit d'être le plus intemporel qui soit. C'est ça, si tant est qu'un langage intemporel existe d'ailleurs. Oui. Ben, je pense que ça doit être un langage, d'abord ça doit être joli, c'est-à-dire la phrase, si c'est possible qu'elle soit construite de manière mélodieuse. Elle ne doit pas être inutilement compliquée. Quelquefois, quand vous écrivez pour les adultes, vous n'hésitez pas à mettre des virgules, des incises, vous faites le malin. Alors, je vais laisser tomber, vous avez perdu tout le monde, les gens sont partis ailleurs, ça ne les intéresse pas. On ne peut pas faire le malin avec les enfants. Bah, pas trop, parce que vous aurez perdu. Après, ce qui serait dommage, ce serait se refuser du lexique précis, par exemple. Ça, ce serait super dommage. D'autant qu'on adore apprendre des mots nouveaux. Donc, les enfants aussi, mais il ne faut pas en mettre trop. C'est-à-dire, si vous blindez la page avec des mots que personne n'utilise depuis 60 ans, mais c'est pareil, c'est pourquoi? Donc, je pense que ça doit être très joli et accessible. Il ne faut pas perdre les gens volontairement. Un mot parce que je vous ai présenté en ouverture d'émission comme militante écologiste. Alors, vous avez... La militante, c'est je fais tout ce que je devrais faire et que je ne fais pas. Ouais, c'est-à-dire? Non, continue. D'accord. Vous avez notamment été candidate, suppléante, pardon, à un candidat écologique à la députation. Est-ce que, par exemple, ce thème-là, parce que vous en parliez il y a un instant, il infuse doucement aussi. Aujourd'hui, vous vous dites, ça, c'est un thème que je dois aborder, l'écologie, l'environnement, l'état de la planète, aux enfants qui en entendent parler tous les jours. Alors, non. Parce qu'en fait, quand j'écris une histoire, mais je suis une personne qui a 64 ans, donc j'écris une histoire avec mes souvenirs, mon vécu, voilà, c'est cette part-là. Après, certes, j'ai envie d'en parler, donc à ce moment-là, il n'y a pas un message, je ne vais pas faire un roman à message. Et après, il y en a d'autres qui existent, c'est très bien, mais moi, je ne saurais pas. Mais j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « Ne change jamais » et qui est un livre qui aborde les questions de l'écologie. J'avais fait un texte avant, c'est extrêmement difficile de parler d'écologie avec les enfants parce que c'est tellement panique que vous ne savez plus comment le partager. Et en plus, vous n'êtes pas dans une position d'autorité et de savoir. Vous êtes incapable de dire ce qui va arriver. Vous avez utilisé un système qui nous conduit de plus en plus clairement chaque jour après chaque jour à la perte. Donc, comment en parler avec les gens qui débutent dans l'existence? Donc, ça a été vraiment un sujet de réflexion pour arriver à Ne change jamais, qui est, on va le vivre et en fait, ce sera une aventure. Voilà. Mais ce livre-là, il s'adresse aux plus grands, non? Il s'adresse aux plus grands. Après, il y a d'autres livres qui s'adressent aux petits. Le vent se lève, il faut tenter de vivre quand même. Hein. C'est donc, j'ai pensé avec votre petite fille de 5 ans, par exemple. On peut apprendre des gestes ou des choses ou des manières d'être et tout ça. Après, on va pas faire peser sur des psychés qui sont en construction des poids qui sont pour nous-mêmes inassimilables. D'autant plus que c'est difficile de trouver une fin heureuse quand on parle de fin du monde. Ça, c'est...
Oui, après, oui. Après, moi, les deux façons, je me disais, on pouvait aborder, c'est l'angle combatif. D'abord, c'est une aventure, c'est-à-dire ce qu'on vit, et il y a toujours eu des aventures. Après, que l'histoire de l'humanité n'a jamais été une oasis de miel, et voilà, ça a toujours été pourri. Et qu'après, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut s'engager, on peut le faire. Moi, je crois dans l'action. Pour moi aussi, en fait, tout ce que je peux appliquer aux enfants sont des choses qu'il faut que je m'applique à moi-même, sinon c'est pas valide. Tout à l'heure, on s'interrogeait sur la place de l'enfance dans la vie des adultes. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie Desplechin, puisque vous venez aussi à l'occasion du 39e Salon de la littérature et de la presse jeunesse qui s'ouvre demain à Montreuil, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore que la littérature jeunesse n'est pas considérée comme de la littérature ou est toujours mal considérée, ou est-ce que depuis toutes ces années, ça a quand même bougé, évolué ? Je sais pas, je pense que ça a évolué parce qu'il y a des gens très bien, je pense aux gens de Montreuil par exemple, tous ces gens qui ont fait naître et vivre le Salon de Montreuil. Il y a vraiment, alors là, des militants qui sont formidables et tout ça. Après, je pense que globalement, non. On pense qu'on fait toujours un petit peu des conneries quand on écrit pour la jeunesse. C'est pas très intéressant. Quand est-ce que tu écris pour les adultes? Et une des phrases que j'ai le plus entendues, non. Quand est-ce que tu réécris pour les adultes? Qui c'est qui vous dit ça? Après, je vais vous dire... Qui c'est qui vous dit ça? mais après, en fait, il y a un truc, je m'en fiche. C'est une question qui ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est pas socialisé de la même façon. Et pensez-en ce que vous voulez. C'est ça que je fais. Voilà, j'aime ça. D'autres gens aiment ça. Je suis dans ce que j'aime. Je suis dans la langue et je ne tiens pas à avoir le label AOC de la littérature. Vous aimez ça, et donc merci Marie Desplechin. C'est moi qui vous remercie. D'être venue nous en parler. Bien patient. On peut découvrir votre dernier livre, Pauline Voyage, album jeunesse réalisé avec l'illustrateur François Roca, publié par l'École des loisirs, et on vous retrouvera ce samedi en dédicace à Montreuil pour le 39e Salon du livre et de la presse jeunesse qui ouvre demain et qui se tient jusqu'au 4 décembre prochain. Et pour finir, Marie Desplechin, nous avons choisi 2 chansons en rapport avec un mot. On a lu que vous essayez de le bannir un maximum de votre écriture, c'est l'adjectif petit. On ne se trompe pas. Ouf. Mais nous, on ne le bannit pas. Vous avez donc le choix entre écouter une chanson avec le mot petit ou une chanson avec le mot petite. Féminin ou masculin? Féminin. Quand la nuit tombe sur la ville, je cherche par-dessus les toits un petit clou d'or qui scintille pour lui parler un peu de toi. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon, et cette petite étoile brille aussi sur ta maison. Jeanne Aubert, c'est une petite étoile. Merci beaucoup Marie Desplechin d'être venue dans les Midis de Culture. À bientôt. Une émission préparée par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Manon de la Salle, Laura Dutach-Pérez et Zora Vignet. Émission réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi, Jean-Guy Limège. À demain Géraldine. À demain Nicolas.